avec nous comme tous les vendredis. Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud. Merci d'être la rédactrice en chef de la revue politique et parlementaire. Tam Trani, bonjour Tam. Bonjour. Merci également d'être avec nous, directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat. On va parler avec vous de la réforme du conclave des retraites. Aucun accord signé, mais des avancées. François Bayrou qui préfère donc voir le verre à moitié plein à l'issue de ce conclave, jugeant un compromis à portée de main, notamment sur la question de la pénibilité. Alors peut-il reprendre la main alors que les socialistes maintiennent leur volonté de censure? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis Quentin, on va parler d'une séance houleuse à l'Assemblée sur un texte issu du Sénat. Oui, les députés qui examinaient effectivement une proposition de loi pour interdire en France les mariages avec une personne en situation irrégulière. Le texte n'avait pas fait tant de bruit que cela lorsqu'il était examiné au Sénat. Il est devenu très politique hier, on le verra. Et on voit ça dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de l'info dans nos régions. Dans nos régions, c'est du côté de Briançon aujourd'hui. C'est là que se rend aujourd'hui François Bayrou pour un comité interministériel sur les JO d'hiver 2030 qui auront donc lieu dans les Alpes françaises. Et pour en parler, on est avec Arnaud Murgia, le maire d'hiver droite de Briançon. Bonjour, merci d'être avec nous, Arnaud Murgia. Alors, vous allez vous accueillir aujourd'hui le Premier ministre. Ces Jeux Olympiques, c'est évidemment une fierté pour votre territoire, mais c'est aussi un enjeu financier, d'où ce comité interministériel notamment. Oui, bien sûr, c'est toujours un enjeu financier, les Jeux Olympiques, comme l'ensemble des grands événements. Mais vous avez bien compris que l'enjeu, c'est à la fois de construire une candidature exemplaire qui ait le même niveau d'ambition que Paris 2024, qui je crois a été une immense réussite, et bien entendu une candidature de sobriété. Je crois que c'est d'autant plus important en montagne qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça représente, juste pour qu'on comprenne bien, les JO pour un territoire et pour une ville comme la vôtre, Arnaud Murgia? Il faut bien se dire que Briançon, le département des Hautes-Alpes, sont un territoire qui n'a jamais finalement eu les Jeux Olympiques. On a eu Albertville en France, on a eu Chamonix et Grenoble avant. Et donc aujourd'hui, l'enjeu qui est le nôtre, c'est celui du désenclavement et du désenclavement du 21e siècle, c'est-à-dire principalement décarboné, avec un vrai enjeu sur le rail. On a la fierté d'avoir l'une des dernières lignes de train de nuit, même si maintenant elles ont été relancées depuis maintenant quelques années, le Paris-Briançon qui était vraiment dans un sale état, si j'ose dire. Et il y a un gros enjeu à ce que l'ensemble de ce train de nuit soit renouvelé parce qu'on croit beaucoup dans ce mode de transport. De la même manière qu'on a une ligne de TER, le Marseille-Briançon, qui est un vrai sujet pour nous puisqu'on sait très bien que le tout TGV a été une grande réussite mais a fait aussi du mal à la vitalité du rail dans les territoires. Donc l'ensemble de ces sujets de désenclavement d'infrastructures doivent être bien entendu l'héritage des Jeux demain. Oui, qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? On a parlé de la question du financement et vous venez d'en parler, il y a aussi la question des transports. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on soit finalement à l'aboutissement d'une première phase. Ils ont été difficiles à lancer ces Jeux Olympiques. Il y a eu la dissolution, il y a eu de l'instabilité, la censure de Michel Barnier. On a besoin maintenant de clôturer cette première phase, c'est-à-dire de mettre une signature en bas d'un document qui nous dise on a un pacte pour aller droit vers 2030, droit vers les JO, droit vers ce qu'on a organisé. Puis surtout, j'en attends aussi un peu d'optimisme parce que les Jeux Olympiques, c'est une fierté nationale et j'attends qu'on puisse se servir de ce prétexte pour mettre en avant et à l'honneur la montagne française et nos Alpes. Voilà, et c'est bien de terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Arnaud Murgia, merci d'avoir été avec nous. Maire d'hiver droite de Briançon, merci et bonne journée à vous. Arnaud, évidemment, les Jeux Olympiques, et on l'entend, ça représente la fierté des Hautes-Alpes, des Alpes françaises et de tout le territoire. On l'a vu avec les JO de Paris. De toute façon, c'est un engagement au-delà d'un territoire. C'est toujours un engagement d'un territoire, les Jeux Olympiques. J'allais dire presque encore plus pour les Jeux d'hiver que les Jeux d'été. Mais en la matière, c'est aussi l'engagement de tout un pays. Alors, la France a maintenant une grande expérience en matière de Jeux Olympiques. Jeux Olympiques d'hiver depuis très longtemps, avec les derniers Jeux Olympiques, manifestement, qui ont été sur le plan organisationnel reconnus comme... Le maire l'a dit d'ailleurs, plutôt une réussite. Mais en effet, il y a des enjeux d'aménagement, il y a des enjeux de mobilité, il y a des enjeux d'accueil qui sont considérables et qui font que ça se prépare largement en avance. C'est absolument nécessaire et on comprend que le comité interministériel, puisqu'on est sur 2030 là, se réunisse. Ouais, et alors le Sénat aussi, ils sont au taquet, hyper en avance, oui. Tam, sur cette question des JO 2030, puisqu'il y avait un texte qui était examiné cette semaine. Oui, qui a été examiné en 4e
vitesse puisqu'il a été adopté mardi alors que normalement l'ordre du jour était ouvert jusqu'à jeudi. Bon, ça tombe bien effectivement puisque l'objectif du texte était bien de gagner du temps. Exactement finalement le même type de texte que pour les JO de Paris 2024. Il faut pouvoir déroger aux procédures d'urbanisme, notamment pour pouvoir construire, déroger notamment au fameux ZAN, un sujet polémique s'il en est. Il faut pouvoir faciliter les expulsions. Il faut des dispositions sécuritaires. On peut prendre des exemples de construction. Eh bien, c'est par exemple la construction d'une patinoire à Nice, d'un village olympique. On était à Briançon, ils font transformer le fort des Têtes de Briançon en logement. Et puis tout ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte où on débat bien sûr finances publiques. Le texte a été débattu à un moment où on a quand même découvert que les JO ont coûté près de 6 milliards d'euros d'argent public. Bon, tout ça, ça rentre quand même dans l'équation aussi compliquée où on est en train de faire les fonds de tiroir. Voilà, on va en parler, mais question sociale. Parce qu'autant pour les JO, tout s'est bien passé, sur les retraites, ça va être un peu plus compliqué. François Bayrou a tiré les conclusions du conclave hier. Il a défendu, lui, l'utilité du processus. Il croit encore au compromis dans les prochaines semaines sur certains points et donne rendez-vous au Parlement. Jérôme Rabier. François Bayrou n'en démord pas. Malgré l'absence de signature des partenaires sociaux, le conclave sur les retraites est pour lui déjà un succès. Le Premier ministre a mis en avant les compromis déjà trouvés, comme sur l'âge maximal de départ à taux plein, qui devrait passer de 67 ans à 66 ans et demi, ou sur les retraites des mères de famille du privé qui ne verront plus le calcul effectué sur leurs 25 meilleures années. Pour les femmes ayant eu un enfant, on gagne une année, la référence étant ramenée à 24 ans. Et pour celles en ayant eu 2 ou davantage, 2 années en ramenant cette référence à 23 ans. François Bayrou considère que seulement 2 points restent à discuter, sur la compensation de la pénibilité et sur le financement à trouver sur ce sujet. Des désaccords qu'il espère résoudre sous 10 ou 15 jours. Par rapport à l'ampleur des progrès qui ont été faits, ces 2 points sont faciles à traiter. Le compromis est apporté. Enfin, le Premier ministre s'est engagé à revenir devant le Parlement sur ces questions, qu'il y ait accord global ou non. Si les partenaires ne parvenaient pas à se mettre d'accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités. Le texte relevant tous ces accords sera soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre répond ainsi aux socialistes qui ont déposé une motion de censure car François Bayrou refusait de s'engager à revenir devant le Parlement sur ce sujet. Leur motion sera discutée mardi à l'Assemblée, mais sans espoir de renverser le gouvernement, puisque le RN a indiqué qu'il ne la voterait pas. Tam, est-ce que François Bayrou, il tente de gagner du temps pour continuer à entretenir l'idée que ce conclave va finir par aboutir? Indubitablement, c'est le maître de la montre et le fait d'essayer de tenir, de s'accrocher, la ténacité de François Bayrou, c'est quand même ce qu'on reconnaît dans cette séquence, puisqu'on a quand même l'impression qu'il ne nous a pas annoncé énormément de choses nouvelles. Ouais. Finalement, hier, on a bien compris que lorsqu'il nous disait mercredi aux questions au gouvernement au Sénat qu'on était à quelques centimètres de la réussite, on est aussi à quelques centimètres de l'échec. Les sujets qui posent problème, à savoir la pénibilité, le sujet du financement, ils sont identifiés depuis le début et c'est les raisons pour lesquelles les partenaires sociaux, lundi, ont dit c'est un échec. En vrai... Rien n'a réellement évolué. Alors, il se donne encore 10 jours, 3 semaines. On comprend qu'il va pouvoir tenir quand même, puisque le Rassemblement national a déjà dit qu'il n'allait pas se rallier à la motion de censure du Parti socialiste. Mais on se dit qu'il est quand même en sursis et que, bien sûr, l'épée de Damoclès risque de tomber au moment budgétaire, au moment du budget de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, ça ne serait que justice, puisque c'est là, d'ailleurs, que s'il y avait des avancées, les avancées auraient une traduction législative. Ouais. Ça veut dire qu'il peut finir par aboutir, au moins à minima, ce conclave, Arnaud ? Non, mais de toute façon, le conclave, quoi qu'il en soit, il a été fait pour gagner du temps. François Bayrou, comme on dit au foot, il joue la montre. Vous savez, il joue la montre, il joue les dernières minutes. Et là, on est dans la seconde mi-temps de la prolongation, quoi. Mais là, il joue la montre, oui, il joue la prolongation. En effet, vraiment les dernières minutes, vous avez raison, de la prolongation avant les pénaltys. Alors, ça sera l'épreuve de vérité. Les pénaltys, ça sera la censure, en l'occurrence. Mais, non, mais remarquez, il a réussi de ce point de vue-là.
sujet-là. Il a esquivé, finalement, je veux dire, ce qui était quand même un sujet particulièrement saillant pour pratiquement toutes les oppositions. Et la réussite qui est la sienne, en l'occurrence, c'est d'avoir fait en sorte qu'au bout du bout, le Rassemblement national ne s'associera pas à une motion de censure sur le sujet des retraites, alors que leur position jusqu'à présent, j'allais dire historique sur ce sujet-là, c'était de dire on censure. Donc il y a eu une évolution. Donc en gagnant du temps, il a permis de faire bouger le Rassemblement national. Bon, mais tout cela se fait au prix d'un immobilisme qui ne peut pas durer dans le pays. Et c'est bien le problème aujourd'hui. François Bayrou gage finalement l'économie de la censure sur l'incapacité d'agir. C'est bien le sujet, c'est bien le sujet fondamental. Donc l'épreuve de vérité, je rejoins ce que dit Tam, ça sera le budget. Et là, au moment du budget, on peut imaginer, et je ne vois pas d'ailleurs comment il en serait autrement, que cette fois-ci, le Rassemblement national ne s'associe pas ou ne vote pas une censure. C'est bien l'épreuve de vérité, à mon avis, centrale de la vie politique, en tout cas en 2025. C'est le rendez-vous de l'automne au Parlement. On va parler de cette question de la censure, mais peut-être un mot sur les 64 ans, Quentin, parce que c'est vrai qu'au début, on parlait beaucoup de ce sujet, c'était même le cœur, hein, et hier, on a l'impression que c'est même plus la question. Exactement, ou que lui, en tout cas... dit que c'est un des motifs de satisfaction de ce conclave, c'est que maintenant tout le monde accepte le passage aux 64 ans, la réforme Borne de 2023, ce qui d'ailleurs va peut-être scinder le camp syndical entre ceux qui avaient claqué la porte dès le début, refusant justement qu'on mette pas plus le débat sur l'âge, et ceux qui sont allés jusqu'au bout, continuent à négocier ces derniers jours, et qui donc maintenant passent pour ceux qui ont accepté les 64 ans, sachant que la CFDT, on s'en souvient, chaque semaine quand il y avait les nouvelles réunions du conclave, disait non, nous on n'a jamais dit banco aux 64 ans, mais même jusqu'à la dernière réunion, encore la semaine dernière, il continue à dire que ce n'était pas tranché dans ce sens-là. On voit que Bayrou, lui, appuie sur ce sujet pour en faire une victoire politique. Les 64 ans sont maintenant acceptés par une majorité de syndicats, en tout cas qui représentent une majorité de salariés en France. Oui, et puis quand vous discutez off avec un certain nombre de parlementaires, y compris de gauche, vous comprenez bien que le sujet des 64 ans, c'est le message politique qu'on a envie de porter, toujours en disant qu'on estime que la réforme a été adoptée au forceps, d'une façon qui n'était pas suffisamment démocratique avec le 49.3, mais qu'au fond, c'est pas réellement ça le sujet de négociation aujourd'hui, et vous voyez bien que les spécialistes du sujet des retraites étaient en train de négocier des choses beaucoup plus fines, effectivement, sur les carrières des femmes, poser des questions sur la pénibilité. On est vraiment là au niveau des discussions, et au fond la discussion elle est plus sur ce sujet-là aussi, parce que je pense que aujourd'hui, même si beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec le fond de la réforme, ils estiment qu'avec tout le débat de fond qu'il y a sur les 40 milliards, sur les difficultés de la France, sur le monde qui bouge, que peut-être les 64 ans, c'est plus le sujet auquel on s'accroche aujourd'hui. Oui, Arnaud. Oui, c'est plus un sujet ? Je pense que c'est plus un sujet, parce que de toute façon, il y a une réalité démographique qui est telle qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas, je veux dire, rester sur un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement qui n'est plus adapté au monde dans lequel nous vivons. Alors ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, François Bayrou, en gagnant du temps, a permis d'une certaine manière de faire accepter cette nécessité-là. Ça, il peut en effet l'exciper comme un succès, et y montrer d'une certaine manière, parce que lui, si vous voulez, Bayrou, il insiste beaucoup sur sa méthode. C'est sa méthode qui est importante et qui tranche par rapport à ses prédécesseurs. Il ne veut pas passer en force, si vous voulez, en l'occurrence. Il dit il faut discuter, il faut négocier, il faut arriver à des compromis. C'est ça la démocratie. Donc oui, d'une certaine façon, il fait la démonstration, quand même, qu'on le veuille ou non, que sa méthode a une petite efficacité, très relative en l'occurrence. Et j'allais dire, c'est d'autant plus louable que, c'est vrai, il est quand même quelque part dans une situation parlementaire, qu'on connaît tous, qui est d'une difficulté incommensurable. On va parler de la question de la censure. On va écouter à ce sujet la ministre du Travail, Astrid Panosyan, qui parle de la motion de censure des socialistes qui sera examinée mardi. Et Sébastien Chenu du Rassemblement national qui confirme qu'il ne la votera pas.
Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas aujourd'hui les socialistes, parce que le socialiste, ça veut dire social-démocrate et respectueux du dialogue social jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont tort. D'autant plus que, et je sais que les socialistes étaient très soucieux de cela, le Premier ministre a dit hier qu'il y aurait un texte dans le cadre du PLFSS au Parlement à l'automne. On a très envie, on est très tenté, suivant ce que nous a expliqué François Bayrou, de le censurer à la rentrée, puisque les pistes budgétaires, mais il va les affiner le 15 juillet, sont des pistes qui vont faire les poches des Français. Si c'est ça, si cette logique, si c'est un plan d'austérité, si c'est le coup de rabot, si c'est aller chercher dans la poche des retraités, de ceux qui travaillent, de ceux qui voudraient travailler, l'argent que le gouvernement dépense si mal, ou a si mal dépensé en endettant notre pays, alors oui, le rendez-vous d'octobre, ce sera le rendez-vous de la censure. Bon, on a l'impression que la censure de mardi, elle va faire un peu pchit, parce que le RN donne rendez-vous à l'automne, finalement, Arnaud. Oui, clairement. Alors, ils ont évolué sur cette question. Il faudrait savoir quelles sont leurs motivations. Ouais. Est-ce que c'est des motivations de circonstances ou des motivations de fond? Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a des motivations de circonstances qui sont liées quand même au fait que, ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, le calendrier judiciaire, sa condamnation font que, on ne veut pas aller vers une censure tout de suite parce que, on se dit, il y a quand même un risque de dissolution et c'est pas forcément, quelque chose que l'on souhaite immédiatement du côté du Rassemblement national, même si on s'en défend. Et puis, il y a une question de fond, c'est que je pense qu'ils veulent parachever leur image de parti responsable et de parti de gouvernement, sachant qu'ils considèrent que même si majoritairement leur électorat, et notamment leur électorat populaire, est opposé à la réforme, de toute façon, quel qu'il soit, ils l'ont fidélisé, tout simplement. Et qu'ils peuvent se permettre, si vous voulez, cet écart, par rapport à l'électorat populaire. Donc, c'est ce qui explique, à mon sens, aujourd'hui, la position du Rassemblement national, mais on voit bien qu'ils se dirigent quand même. Après, les propos de Chenu sont assez quand même explicites, vers une censure au mois d'octobre, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, au mois d'octobre, François Bayrou, s'il veut être crédible sur la question des déficits et de la maîtrise de la trajectoire budgétaire, il sera obligé d'annoncer des choix qui seront douloureux pour toutes les catégories du pays. Et comment on comprend la position des socialistes? On a entendu la ministre du Travail, Astrid Panosyan, l'a pointé du doigt, comme l'a fait hier François Bayrou, citant Delors, Rocard, et disant qu'il ne comprenait pas que les socialistes votent la censure sur un tel sujet. Il y a un sujet de fond déjà, c'est que je pense que lorsque le conclave a débuté, il n'y avait absolument rien de clair dans l'accord qu'il y avait entre François Bayrou et le Parti socialiste sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas censuré. Donc là, on a vu cette semaine qu'ils n'ont cessé de brandir le courrier qui avait été donné par François Bayrou le mi-janvier, où il disait « Même s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux, je m'engage à traduire législativement les avancées qui auront pu être actées, même s'il n'y a pas un accord global. » Donc ils se sont appuyés là-dessus pour dire écoutez, lundi, il n'y a pas eu d'accord, et donc c'est la raison pour laquelle on dépose la motion de censure. Donc finalement, toutes les avancées qu'il a essayé de faire valoir hier n'y ont rien fait, et d'ailleurs c'est la raison aussi pour laquelle ils ont décidé de déposer leur motion hier, avant même que François Bayrou s'exprime. Donc, et même si du coup il y aurait une traduction législative à l'automne. Oui, alors... Quelque part, ce qu'a dit François Bayrou ne leur a pas tellement donné tort, parce qu'on n'a pas vraiment compris où étaient les avancées par rapport à lundi. Donc sur le fond, il y a ça. Après, sans doute que les socialistes, il y a aussi une façon de vouloir bien se repositionner à gauche, parler à leur électorat. Maintenant que le Congrès est passé. Enfin, vous voyez... C'est pas forcément très douloureux, puisque on sait que la censure, elle ne va pas passer. Donc il y a quand même une dimension, je pense, d'acte politique, de positionnement, aussi à montrer qu'on peut faire une motion de censure sans la France insoumise. Donc voilà, c'est un peu... Parce qu'elle est signée par 66 députés socialistes. Par les socialistes. Voilà, et qu'ils n'ont pas invité les LFI à la voter. C'était l'objet principal du débat, et l'une des raisons pour lesquelles ils ont déposé leur motion un petit peu tard, c'était est-ce qu'on fait une motion avec tout l'ensemble de la gauche, et notamment avec LFI, ou est-ce qu'on fait une motion seule, et c'est donc une motion seule qui a été décidée.
Alors, une semaine qui est aussi marquée par les difficultés dans le socle commun. On l'a vu sur plusieurs sujets. Et alors, hier, ça a été mis en avant du côté du RN et des groupes d'Éric Ciotti. On va parler, Quentin, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Les députés qui examinaient une proposition de loi pour interdire en France les mariages avec une personne en situation irrégulière. Voilà, Éric Ciotti a eu une idée habile. Reprendre un texte centriste porté par Stéphane Demilly, un sénateur centriste, et déjà adopté par le Sénat, c'était en décembre 2023. L'idée est de renforcer les pouvoirs des officiers d'état civil pour s'assurer de la sincérité d'un mariage. Car on ne peut pas en France directement interdire le mariage avec une personne séjournant, même de manière irrégulière, sur le territoire national. C'est inconstitutionnel. Il faut dire aussi qu'il y a une affaire qui a fait grand bruit. Le médiatique maire de Béziers, Robert Ménard, qui encourt des poursuites judiciaires justement pour avoir refusé de marier une Française avec un Algérien en situation irrégulière. Toute la question était donc de savoir hier si le texte allait être adopté par l'Assemblée nationale, si les députés Renaissance, les macronistes à l'Assemblée nationale, allaient pouvoir soutenir une proposition de loi portée par l'UDR, cet allié du Rassemblement national. Finalement, effectivement, on a vu une séance houleuse, la gauche qui est montée au créneau, des rappels au règlement, beaucoup d'arguments, beaucoup de prises de parole, ce qui a fait que le texte qui avait été commencé d'être examiné à 14h n'était toujours pas fini d'être voté à 23h. On était à ce moment-là à 1h de la fin du temps imparti, ça devait se terminer à minuit, fin de la niche de ce groupe d'Éric Ciotti, et on voit qu'à ce moment-là, le vote était impossible à atteindre. Écoutez la colère d'Éric Ciotti hier en séance à l'Assemblée. Nous avons voulu reprendre cette proposition de loi qui a fait l'objet d'un soutien à la télévision du président de la République devant M. Robert Ménard. Donc ce soir, vous faites mentir, Monsieur le ministre, vous faites mentir volontairement le président de la République qui, une fois de plus, aura trompé les Français. Ce soir, la majorité macroniste, soutenue par LR, est complice de l'extrême gauche pour favoriser les mariages blancs avec les clandestins. On voit que c'était houleux. Et effectivement, juste après, les députés RN et ciotistes qui ont quitté l'hémicycle. Donc le texte a dû être abandonné à 23h15. On voit l'exemple donc d'un texte voté au Sénat qui se voulait une réponse au désarroi de certains maires, qui est devenu ultra politique et scruté et qui échoue à aller au bout dans une Assemblée nationale éruptive et ingouvernable. Et avec une stratégie d'Éric Ciotti qui était sûrement de montrer sur le fond les contradictions au sein du socle commun et finalement l'impossibilité d'aboutir à des actes concrets. C'est réussi. C'est indéniablement réussi. La stratégie de Ciotti a parfaitement fonctionné. Il y a une réalité, c'est la réalité de l'opinion publique. Si vous interrogez les Français, 80% des Français sont favorables à cette disposition, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, il met le doigt où ça fait mal. Il met le doigt là où ça fait mal aussi au sein du socle central. C'est-à-dire, le socle central, c'est vrai, je veux dire, il suffit d'entendre en effet les propos du président de la République lors de sa fameuse émission télévisée il y a un mois. Où il soutient le texte. Où il soutient le texte. Il dit tout simplement c'est une proposition de bon sens. Et c'est vrai que c'est une proposition de bon sens en l'occurrence. Donc, et il met en plus en difficulté au sein du socle central aussi son ancienne famille politique, c'est-à-dire les LR qui étaient complètement absents de ce débat-là. Donc là, pour le coup, force est de constater que Éric Ciotti a réussi son coup. Maintenant, on voit bien que finalement, sur ces questions qui sont liées quand même à l'immigration fondamentalement, toutes les difficultés qu'il y a pour ce socle central à pouvoir avoir une position qui est une position cohérente et une position surtout commune. Et on voit bien que ce sujet est clivant, qu'il est explosif et qu'il montre finalement toutes les contradictions qui existent au niveau de ce socle central sur ce sujet comme sur bien d'autres, mais sur ce sujet plus particulièrement. Et alors, y compris aussi entre députés et sénateurs LR, parce que on le rappelait, ce texte, il vient du Sénat. Il a été voté par la majorité sénatoriale, du centre et de la droite. Et là, hier, on a des députés LR qui sont absents.
Oui, on a l'impression que c'est une vieille rengaine qu'on retrouve désormais. La ligne Wauquiez, la ligne Retailleau, les députés LR, les sénateurs LR qui ne parviennent pas à s'entendre. On a eu ça aussi sur Paris-Lyon-Marseille, un autre texte sur lequel ils ont beau appartenir au même parti, ils ne sont d'accord sur rien. Et effectivement, on a l'exemple aussi d'un texte qui, au Sénat, n'avait pas la même dimension politique, je pense, parce que initialement c'était quand même porté par un centriste, et puis ça venait pas d'abord du cas Robert Ménard, mais du cas Stéphane Villemotte, le maire d'Aumont, qui avait fait l'objet de poursuites pour avoir refusé de célébrer le mariage d'un ancien président d'une mosquée qui a été fermée pour apologie du djihad armé. Lui-même, il était sous obligation de quitter le territoire français, sous OQTF. Donc ça a été venu répondre au problème qu'avait eu ce maire, qui risquait quand même 5 ans de prison ferme, une amende de 75 000 €, une peine d'inéligibilité. Pour refuser le mariage. Pour refuser son mariage. Donc ça venait répondre à un sujet quand même concret et moins politisé que lorsque c'est Robert Ménard et lorsque c'est Éric Ciotti. Texte soutenu par l'Association des maires de France, l'Association des villes rurales, texte soutenu par les élus locaux. Donc voilà, c'est l'exemple d'un texte qui se veut plutôt concret, qui se veut pas trop politisé, qui est porté par le centre, et là, en fait, qui a été repris avec un message beaucoup plus politique d'Éric Ciotti. Si vous regardez l'ensemble de la niche, quand même, il y avait un texte pour supprimer la peine d'inéligibilité. Il a été quand même rebaptisé texte Marine Le Pen. D'ailleurs, ça a tourné quand même à un fiasco total en termes, aucun débat juridique et que des invectives personnelles hier dans l'hémicycle. Vous aviez un texte sur l'accord franco-algérien de 1968. Je laisserai ensuite à Arnaud sans doute en parler. Et puis, ensuite, vous avez ce texte. Donc, c'est quand même un plaidoyer politique et une façon de vouloir effectivement déranger le bloc central, mais aussi de porter un message hyper politique. Sauf que là, du coup, on a 9 mois des municipales. C'est un texte, vous le rappeliez, qui est soutenu par les associations de maires, qui se voulait une aide, une réponse concrète aux difficultés de certains maires, et il tombe à l'eau. Ça peut coûter cher à la droite ? Oui, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. À mon avis, le texte, il était quand même compliqué. Le texte, fondamentalement, déjà, on va quand même rappeler c'est un petit peu technique, mais on va rappeler quand même ce qui s'était passé en commission des lois au Sénat. Le texte, il était problématique au niveau constitutionnel parce qu'il venait s'opposer à la liberté matrimoniale. Donc, c'est quand même une liberté fondamentale, etc. Il avait été, du coup, réécrit en séance pour éviter ces embûches. À mon avis, il était quand même plus compliqué que ça en termes juridiques pour aboutir jusqu'au bout. Et je ne sais pas si les maires vont vraiment retenir que c'est du côté des députés LR, etc. C'est toute une partie de la gauche qui était contre. Ouais, et alors, un dernier mot là-dessus. Ma fait sexy, quand même, c'est un problème pour LR. Ça entretient l'idée que LR, finalement, a un discours d'un côté et une incapacité à répondre aux attentes des Français sur un certain nombre de sujets. Et c'est d'ailleurs là, ça pose un problème, par exemple, à Bruno Retailleau, qui, je veux dire, justement, veut montrer que lui, il réconcilie le discours et l'action, en l'occurrence. À partir du moment où vous appartenez à un gouvernement qui n'est pas capable, en tout cas, en l'occurrence, de légiférer sur cette question-là, vous êtes malgré tout comptable de cet immobilisme. Donc c'est quand même sur la distance. Je ne dis pas que ce texte, ce qu'on a vécu là, va avoir un effet, mais ça entretient, si vous voulez, cette petite musique sur l'incapacité des LR à incarner véritablement une rupture par rapport à ce qu'ils ont été et par rapport à ce qu'attendent les Français. Et on rappelle que demain, d'ailleurs, il y a le Conseil national de LR, on va quand même voir comment est-ce qu'ils arrivent à rénover complètement l'appareil, le parti et parler à leurs électeurs de façon... Et si Bruno Retailleau arrive à incarner vraiment sa voix. Et Arnaud, Tam le rappelait, à l'origine, dans cette niche parlementaire du groupe d'Éric Ciotti, il y avait une résolution pour dénoncer les accords de 68 et de 2013 avec l'Algérie. Finalement, Éric Ciotti a retiré ce texte de l'ordre du jour parce qu'il y a une décision de justice imminente concernant Boualem Sansal. On en est où aujourd'hui sur ce dossier ? On en est, je veux dire, dans une situation qui est extrêmement préoccupante, puisque je vous rappelle qu'il a été jugé mardi dernier en appel. Le jugement a duré 10 minutes et le procureur algérien a requis 10 ans ferme. Donc c'est pas un bon signal du tout qui a été envoyé par, c'est le moins qu'on puisse dire, les autorités algériennes. Alors c'est pas 2 fois, oui, c'est 2 fois plus que la peine à laquelle il a été condamné en première instance, mais c'est exactement le même
réquisitoire qui avait été celui de la première instance. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Est-ce qu'on peut espérer une grâce ou pas? Écoutez, on verra bien. Moi, je suis très prudent pour l'instant, parce que la grâce, ça fait 3 ou 4 fois qu'on nous l'annonce. Et on verra. Nous, on la souhaite évidemment ardemment. D'abord, on va voir quel sera le résultat du verdict mardi prochain. Moi, je me fais pas trop d'illusions, parce que je vois pas en quoi, je veux dire, le verdict serait fondamentalement différent de ce qu'il a été, malheureusement, en première instance, compte tenu de ce que l'on sait des réquisitions du procureur lors de l'audience de mardi. Après, en effet, tout dépend de la volonté du président Tebboune, de la sincérité du président Tebboune et des marges de manœuvre du président Tebboune, parce que la réalité, c'est que le président Tebboune n'est certainement pas le seul à pouvoir décider du sort de Boualem Sansal au sein du régime algérien. Donc oui, on souhaite une grâce, mais si le 5 juillet, il n'y a pas de grâce, ça va poser un vrai problème, et ça va poser un vrai problème aussi à la ligne diplomatique de la France. On suivra évidemment ce dossier avec vous, Arnaud, et on en parle régulièrement. Allez, Quentin, on va regarder ce qu'elle a une de nos journaux régionaux ce matin. Et Quentin, alors il fallait chercher ce matin pour trouver François Bayrou à la une de la presse régionale. Voilà, la presse régionale qui ne titre que timidement ce matin sur les annonces du Premier ministre. Par exemple, à la une de La Voix du Nord, François Bayrou est en concurrence avec Marine de la Star Academy. Faut peut-être y voir le signe de la prudence de la part de la PQR. Le Courrier Picard qui tranche la question d'ailleurs. Bayrou se satisfait de peu. Dans les pages intérieures du Courrier Picard, le journal qui fait le résumé des points de blocage et des avancées. On note aussi que François Bayrou répète encore les mêmes éléments de langage qu'au début de la semaine. Un chemin d'accord existe, mais les 2 blocages qui persistent sur la prise en compte de la pénibilité et le financement des mesures, ce sont des points qui bloquent depuis des semaines entre partenaires sociaux et qui ne seront pas simples à trancher. On en parlait dans ce débat. Il y a beaucoup de titres ce matin qui reviennent sur les violents orages de mercredi. Bien sûr, les dégâts de ces séries d'orages s'étalent à la une des journaux régionaux ce matin. Le Berry qui pense les plaies des orages, comme avec cette maison littéralement emballée dans une bâche en plastique. Le Courrier de l'Ouest qui nous montre tous ces arbres mutilés. Dans le Limousin, on voit les toitures arrachées par le vent. La Haute-Vienne a été visiblement épargnée, contrairement à la Corrèze et à la Creuse, Oriane. L'Union de Reims titre sur la moisson. Elle est pleine de promesses, la moisson, cette année. La récolte s'annonce bien meilleure que celle de 2024, même si elle commence de plus en plus tôt, note un agriculteur. Ce céréalier de 54 ans, interrogé dans le journal, qui note que quand il était gamin, on ne commençait jamais les récoltes avant le 14 juillet. Fallait même faire attention là où tombaient les feux d'artifice. Eh bien, cette année, ils ont fait tourner les moissonneuses-batteuses dès le 21 juin, c'est donc la semaine dernière. Donc on est tranquille pour les feux d'artifice. Oui, c'est ce qu'on peut se dire. Oui. Allez. On connaît des choses. Quentin, comme tous les vendredis, on termine par votre idée de sortie. Est-ce que vous aimez Zao de Sagazan? Peut-être que... Oui. Ouais. Ah, vous pouvez la voir dimanche soir à l'Europa Vox. C'est le début ce soir de 3 jours de concert avec également Mathieu Chédid ou encore Philippe Catherine. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Une idée de sortie, juste un petit peu de route à faire. Voilà. Si vous êtes à Clermont, qui habite à Clermont-Ferrand. Voilà, tout le monde n'habite pas à Paris. Oui, bien sûr. Oui, quand même. Pour ceux qui Depuis la Corse, sur les territoires. Moi, je suis en Corse, alors ça va être un peu loin. Pour ceux qui habitent à Paris, il y a une autre idée de sortie. C'est à La Villette, où se tient un festival de théâtre en plein air autour de Molière. Et Fabien Ricard nous y emmène. Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eues. L'Avare, acte 1, scène 1, la célèbre pièce de Molière, revisitée dans une mise en scène pas très classique, avec pour seul décor une vieille Dacia. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait en fait si Molière il était toujours là. Donc en fait ça commence comme ça, en fait Molière n'est pas vraiment mort. Bisous, je me la casse. Il est là, il parle à des gens et il a rencontré des jeunes gens, donc nous. Il vous cherche pour vous tuer, vous dites. Que ferais-je, mon pauvre scapin? Je ne sais pas. Molière Summer, c'est le nom de ce spectacle monté par des jeunes comédiens venus de l'Oise. Il est au programme du Molière Fest, un festival gratuit et en plein air, dédié aux plus grands dramaturges français. À la fois, c'est un grand classique qui peut être un peu poussiéreux et en même temps, il reste des choses dedans, des espèces de pépites hyper modernes qui font que ça peut vraiment être hyper actuel et venir encore nous déclencher plein de plaisirs de jeu et de joie, quoi, nous, en tant que comédiens, comédiennes.
permet de revisiter un peu ces souvenirs aussi qu'on a de l'école. C'est beaucoup plus sympa ici. Moi qui ne suis pas très théâtre, ça m'a un peu touché. Et puis je trouve que ça permet de redécouvrir un peu des classiques que moi j'ai vus il y a un peu longtemps quand j'étais au lycée. Rendre hommage à Molière, plus de 350 ans après sa mort, une évidence pour la programmatrice de l'événement. Ça reste la référence absolue du théâtre, du théâtre engagé, du théâtre social. Mais le Molière Fest ne se contente pas de proposer que du Molière. C'est mort, rideau, fin du spectacle. Dans la programmation, on a Molière et ses masques qui racontent la vie de Molière, mais on a aussi Alexandre Dumas avec les 3 mousquetaires. On fait un grand saut dans le temps. Ne courbez les chines devant personne, excepté monsieur le cardinal de Richelieu. Il ne s'agit pas de monter des textes de Molière, mais d'être autour de cette figure tutélaire qu'est Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Avis aux amateurs de théâtre classique comme de sensations fortes, le Molière Fest se tient jusqu'à dimanche sur les pelouses du Parc de la Villette à Paris. Voilà, jusqu'à dimanche. Donc, comme vient de le dire Fabien, si vous voulez aller là ou dans l'idée de sortie de Quentin, si vous êtes du côté de Clermont-Ferrand. Ça fait beaucoup d'idées. Merci beaucoup, Quentin. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tam Arnaud, la une de la revue politique et parlementaire, les révolutions de la communication. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end. Et lundi, vous retrouvez Alexandre Poussard à 7h place. Je vous retrouve mercredi. Très bon week-end.